Donc on a choisi de faire ce CAC Café, à partir de la création d'un nouveau réseau, enfin officiellement d'un nouveau réseau qui s'appelle donc les Tiers Lieuses. L'AG, constituante a eu lieu, le 15 septembre dernier et donc c'est une AG qui a constitué ce réseau qui existait en fait, après, plusieurs rencontres et temps de travail. Hem Et ce réseau affirme vouloir faire le lien entre des espaces qui sont aux mains de leurs usagers, usagères et qui permettent l'émancipation des individus par des pratiques issues de l'éducation populaire. Et il a un principe très affirmé qui est de défendre ces espaces comme non lucratifs, par contraste avec des espaces euh, portés par le secteur marchand, l'entrepreneuriat social et autres accélérateurs de business, comme il est écrit dans leur manifeste, et d'appuyer leur rôle éminemment politique. Donc, on va avoir Florence Leynertz et Raphaël Jourgeon du CREFAD Loire, qui partie prenante de ce réseau, qui vont nous expliquer le pourquoi de ce réseau, à quels besoins il répond et pourquoi votre réseau insiste sur cette notion de but non lucratif et non spéculatif. Comment en fait il vient interroger les logiques marchandes qu'on voit qui traversent les tiers-lieux. Et ensuite, on aura l'intervention de Fred Ortuno et Jules Desgouttes de la Coordination nationale des lieux intermédiaires et indépendants qui présenteront eux aussi leur coordination et puis ils vont nous dire comment ils voient arriver ce nouveau réseau et leur analyse un peu de ces mêmes logiques marchandes qui traversent cette notion de tiers-lieu. Euh, et ensuite, on passera à un échange entre nous, un temps de questions-réponses. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Florence. Donc, vous avez chacun, chaque réseau, un quart d'heure pour nous présenter voilà, vos réseaux et répondre aux questions que j'ai avancées là. Donc, Florence, je te passe tout de suite la parole. Florence et Raphaël, je vous passe tout de suite la parole. Et moi, je passe la parole à Raphaël qui va commencer par parler de l'histoire du réseau, de pourquoi on en arrive là où on est aujourd'hui. Et puis moi, je vais poursuivre sur cette question de la non-lucrativité et puis vous raconter un peu nos actualités récentes et à venir. À toi, Raphaël, si la connexion marche. C'est bon, tu peux y aller. Je suis désolé, hein. Je tente de reprendre et puis tu prendras le relais, Florence. Mais là, on t'entend très bien. Ça bug. On t'entend très bien. Ok. Là. Ouais, bon, je disais qu'on est plusieurs associations issues du champ de l'éducation populaire qui soit sommes investis dans des lieux de vie et d'activité, donc qui pour certains se nomment tiers-lieux, d'autres autrement. Et en fait, on était déjà à échanger régulièrement depuis 2015-2016, pratique nos réflexions par rapport à ça. Quand on a vu un petit peu à la fois, on va dire, une politique de soutien, une médiation autour des tiers-lieux. Et du coup, il nous a semblé nécessaire de nous réunir et de partager un petit peu plus régulièrement sur nos façons de fonctionner. Donc, pour la plupart, donc je disais, nous sommes des collectifs qui sommes structurés en associations ou collectifs d'associations. Et en fait, pour nous, c'est important en fait, d'avoir des acteurs qui prennent le temps d'échanger sur leurs pratiques et pas seulement des structures qui louent ou partagent des espaces de travail. Donc, on a commencé à échanger sous forme d'ateliers plutôt et en 2018, on a organisé une grande rencontre qu'on a appelée Rencontre des tiers-lieux à but non lucratif à la distillerie de l'Odève dans l'Hérault. Et donc pour nous, c'était l'occasion de présenter nos différentes façons de fonctionner, questionner aussi la façon dont nos associations s'investissent sur, on va dire, tous les champs de l'aménagement du territoire, de la création d'activités, et puis simplement de la rencontre et de l'animation des espaces où on vit. Et à partir de là, on va dire, c'est enclenché une dynamique un petit peu plus régulière
régulière d'échanges qui nous a poussé à poser justement nos différentes façons de fonctionner, nos contextes dans un bouquin. C'est donc un bouquin qui s'appelle Tiers-lieux à but non lucratif. Et voilà, on a trouvé nécessaire à un moment en fait de partager ça parce qu'on trouvait que le mouvement davantage médiatisé faisait plus la part belle à l'entrepreneuriat et aux outils numériques et finalement peu à l'action collective. Donc, voilà, c'est un peu pour situer d'où on est et comment c'est parti. En fait, donc les différentes associations parlent, donc c'est relié où sont impliqués. Il y a l'association du réseau des CREFAD et puis d'autres structures qui animent ou accompagnent des tiers-lieux, plus qui ont vraiment un ancrage local. Et je pense que la plupart ont en commun le fait d'essayer d'être, on va dire, attentive aux personnes et structures qui souhaitent créer des choses sur leur territoire, de proposer un espace de rencontre, mais où ils peuvent faire eux-mêmes, miser. Voilà, donc en essayant de prendre du recul sur ce qu'elles font et donc pas seulement lancer une activité économique, même si ça fait aussi partie des choses qu'on peut trouver dans les lieux qu'on suit ou qu'on accompagne. Donc je disais une première rencontre en 2018 à l'ODEV, une deuxième qui a eu lieu avec le moulinage de Chirol en Ardèche et où on a pu poser et partager nos différents constats et expériences donc dans le bouquin tiers-lieux à but non lucratif. Et puis, voyant le mouvement des tiers-lieux prendre de l'ampleur, et voilà, il nous a semblé nécessaire d'aller un cran plus loin. Donc, on a commencé à organiser une série d'ateliers thématoriaux où on confrontait à la fois ces pratiques d'associations qui mutualisent des locaux, qui sont ouvertes aux initiatives des personnes sur des territoires locaux. Et en fait, de fil en aiguille, on a fini par organiser une dernière rencontre là récemment en juillet à la Californie, en Bourgogne. Et là, ça a été le moment opposé d'initier cette dynamique des tiers-lieuses. Donc, où on remet en avant cette question de l'éducation populaire dans le portage, l'animation, la vie en fait de locaux interassociatifs. Et on en est arrivé à l'idée de créer une structure pour avoir un petit peu plus déjà un outil partagé entre nous, peut-être un petit peu plus d'écho aussi sur ce qu'on fabrique. Et voilà, on souhaite qu'en fait, ça soit aussi un espace où on puisse confronter nos différentes façons de faire à d'autres réseaux, initiatives locales. Donc, voilà, c'est plus une façon en fait d'avoir un outil d'échange, un espace de travail où on peut échanger sur des informations, nos ressources, plutôt qu'une volonté de créer un nouvel outil ou une fédération. Voilà. Pour donner peut-être quelques exemples un petit peu concrets de ce qu'on peut y fabriquer dans le document sur lequel on a abouti à l'issue de notre réunion. Notre idée, c'est de permettre des mutualisations entre des acteurs de terrain et d'expérimenter à plusieurs, notamment en proposant de l'accompagnement entre pairs, être investi dans des travaux aussi de recherche et exploratoires, notamment autour des imaginaires et des récits des tiers-lieux, proposer un espace de ressources avec des articles, des informations sur ce qui se passe. Donc, on a créé un petit wiki qui s'appelle les tiers-lieuses. Donc, on pourra transmettre le lien. Et puis, continuer aussi en fait, à partager des expériences et des réflexions voilà, en organisant des ateliers en lien avec les initiatives investies sur les thématiques, que ce soit sur des questions foncières, juridiques, organisation humaine. Voilà. On en est là aujourd'hui. On souhaite que ce soit un espace vivant qui puisse aussi évoluer au fil des personnes qui s'y investissent et des associations parties prenantes. Mais en tout cas, pour nous, c'est une manière
en fait, de faire vivre des pratiques, de ne pas rester simplement entre nous, voilà, d'élargir un petit peu cette réflexion à un moment où l'entrepreneuriat, les outils sont plus mis en avant que, on va dire, le fait associatif et le fait de fabriquer des choses ensemble et expérimenter à plusieurs. Peut-être après, je laisserai Florence un peu développer sur l'aspect plutôt non spéculatif et non lucratif, qui sont importantes pour nous. Oui, merci Raphaël. Oui, pour repartir peut-être des dernières rencontres qui ont eu lieu au mois de juillet, donc mois juillet 2023, dans un contexte où en fait on nous demandait beaucoup pourquoi un nouveau réseau et pourquoi à but non lucratif c'est important. Et donc les rencontres, elles ont commencé par ça, par redéfinir en fait ça veut dire quoi non lucratif. Et donc ça veut dire deux choses, ça veut dire qu'on agit dans un projet où on ne va pas se partager de potentiels dividendes et on agit dans une gestion désintéressée. Et donc on ne va pas se répartir l'argent autrement qu'en rémunérant le travail de personnes impliquées. Et donc ça, on l'a écrit comme marqueur dans le manifeste des tiers-lieuses que tu as cité, Marianne, et qui est donc disponible sur le wiki dont Raphaël a parlé. Et on l'a réitéré lors de l'AG constitutive de l'association comme finalité que le pilotage du projet dans nos lieux est bien assuré sous forme associative. Puis on a rajouté comme principe essentiel qu'une répartition et une circulation du pouvoir qui soit transparente et horizontale. Et ces principes-là, ils s'appliquent dans la gestion du projet, mais aussi dans la question de la propriété, qui est une question qu'on a beaucoup travaillé, qu'on continue de travailler, donc pour essayer de tendre à une propriété des lieux qui soit bien au service des usages et des projets, et pas l'inverse. Et donc ça pose la question, vous l'avez tous les deux évoqué, du projet politique de nos lieux. Donc les associations membres du collectif, elles sont principalement issues de l'éducation populaire. Donc on est bien dans des lieux qui ont une visée de transformation sociale, une vision émancipatrice. Donc pour les personnes qui sont porteuses des projets de tiers-lieux, pour leurs usagers et pour finalement, dans l'ambition, pour toute personne qui les traverse. Et donc, on a vocation à avoir un impact sur l'environnement dans lequel on s'inscrit. Et donc là, on parle bien d'action sociale. Et cette action sociale, on essaye de défendre qu'elle ne peut pas être renvoyée au secteur marchand. Et donc, c'est bien là qu'on se dit qu'il y a un combat à mener et donc un vrai intérêt à avoir un réseau de tiers-lieux à but non lucratif parce qu'on s'inscrit bien dans un contexte où il y a une injonction sur nos associations et nos tiers-lieux à hybrider nos modèles économiques, nos sources de revenus. Et on nous dit qu'il faut pérenniser nos modèles au-delà des subventions. Et là, on peut se dire, pourquoi ? Parce qu'on agit bien dans un but non lucratif et dans un projet politique qu'on mène à visée de transformation sociale. Et donc voilà pourquoi on entend marquer la différence entre lucratif et non lucratif. Et pourquoi on pense que c'est important de distinguer et de mettre en avant les spécificités de nos modèles et du modèle associatif. Et c'est aussi là qu'on s'est rencontrés avec le CAC autour de ces questions-là, pour donc défendre aussi le statut associatif dans sa singularité, donc d'affirmer nos espaces, nos structures, nos finalités comme politique. Donc voilà, pour finir un peu sur l'histoire du réseau et où on en est. On a eu donc au mois de septembre ce qu'on a appelé une assemblée générale constitutive, mais en fait on n'a pas encore constitué l'association. On s'est mis d'accord sur les finalités, les fonctions, les espaces où on a envie d'agir, qu'a énuméré Raphaël. Et donc on va se retrouver à nouveau au mois de janvier. Donc ce sont des espaces qui sont ouverts, on dit nous, mais en fait ça peut être vous aussi.
On se retrouve le 25 janvier à Saint-Étienne pour acter la constitution de l'association et se mettre d'accord sur un programme d'action pour les années à venir. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout dit, Raphaël. Merci Florence et Raphaël. Je crois que... Fred, comment on se répartit la parole? Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux commencer par dire ce que c'est que la CNLI, par exemple? Et moi, je dis ce que c'est qu'Art Factory autre part, ou l'inverse? Ouais, bah, faisons le chrono. Peut-être commence par AFAP. Ok, ça marche. Donc, Art Factory autre part. Art Factory autre part, c'est un centre de ressources et un groupe de réflexion. Hein. Les deux fonctionnant en s'alimentant. Vous voyez, un groupe de réflexion, ça produit des idées, et les idées, ça alimente, en se déposant dans des textes, le centre de ressources. Et ensuite, on le partage. Sur quel sujet? Les friches culturelles, historiquement, mais qu'on a appelé de plein de noms différents, fabrique artistique, nouveau territoire de l'art, lieu intermédiaire et indépendant, squat d'artistes, artist run space, et aujourd'hui, tiers-lieu culturel. Donc, sur cet objet-là, et cet objet-là, comment est-ce qu'on le caractérise? Comme des pratiques d'occupation d'espace gérées en commun par des artistes, des habitants et des militants. Donc, 3 dimensions, hein, une expérimentation artistique, une expérimentation politique et une expérimentation, on va dire, de territoire. Hein, pour ne pas dire urbaine, parce que du coup, ça focalise sur la ville. Mais qui est lié à des enjeux d'aménagement ou de ménagement du territoire. Et l'objet de notre association, c'est d'œuvrer à faire bouger l'état de ces rapports entre art, territoire et population dans une perspective d'émancipation. Donc, EduPop, si vous voulez, pour faire le lien avec ce qui a été dit précédemment. On existe depuis un peu avant les années 2000, et on a notamment porté le rapport L'Extrait, qui parlait des espaces intermédiaires pour désigner toutes ces histoires. Voilà, pour Art Factory d'autre part. Tu fais la CNLI? Ouais, j'essaie. Tu complètes au cas où je ne serais pas assez précis. Donc la CNLI, c'est la coordination nationale des lieux intermédiaires et indépendants. La CNLI, elle a presque 10 ans, puisqu'elle a été fondée en 2014 à Mantes-la-Jolie au collectif 12. C'est une coordination informelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'association de structure derrière. Elle est à la volonté de ses membres indéterminée sur ce point-là, juridiquement. Mais ça correspond aussi à une volonté, en fait, qu'elle soit autogouvernée, en tout cas animée par la collectivité des lieux qui se reconnaissent dans une charte. Alors la charte, elle a été écrite et formulée un petit peu après la fondation de la CNLI, un an après. Depuis notamment les textes d'intention des principaux réseaux qui étaient présents à sa fondation, donc Art Factory d'autre part, l'UFISC, dont font partie Actif, le CINAVI, pas mal d'autres structures. Il y avait également à l'époque la Fédération régionale des arts de la rue Rhône-Alpes, parce que c'était pas encore Auvergne-Rhône-Alpes, je crois, à l'époque. Donc voilà, un certain nombre de réseaux qui, dans les politiques fluctuantes depuis les années 2000, dont a parlé Jules à l'instant, depuis le rapport L'Extrait, etc., en tout cas, ont paru se réintéresser un peu à la question des lieux culturels intermédiaires au mi-temps des années 2010, et un certain nombre d'acteurs ont souhaité justement se constituer pour être proposants, continuer à travailler le sujet, reprendre, on va dire, le sujet, remettre le sujet sur la table.
Et c'est donc à partir des textes directeurs, on va dire, des textes cadres des différents réseaux existants à l'époque qu'a été construite la charte de la CNLI. Alors vous trouverez, je pense que Jules, là, ouais, vous met des liens, vous trouverez la charte en lien sur le site cnli.org. Vous dire rapidement que si elle s'est construite autour d'une centaine de lieux en 2014, aujourd'hui elle en compte plus de 250. Je pense qu'on est sur un dernier recensement autour de 300 lieux, et que depuis 2018, l'animation de cette CNLI, c'est Artfactories autre part qui la porte. Évidemment en lien avec les lieux eux-mêmes, et que nous organisons des forums depuis le premier forum 2014 constitutif. Nous avons organisé 3 autres forums, à Lyon en 2016, à Rennes aux Ateliers du Vent en 2019, et le dernier à Tours au 37e parallèle en décembre 2022, et nous travaillons actuellement sur les actes de ce forum, en tout cas sur une synthèse, avant d'organiser un prochain forum en 2024, mais la date n'est encore pas établie. Ce sera certainement au cours du deuxième semestre de l'année. Voilà. Jules, complète? Oui, non, c'est bien. Je pense que maintenant, on peut passer au sujet du jour. Was ist nun? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Comme disait Hegel. Eh bien, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il se passe que depuis quelques années, on parle d'un truc qui s'appelle les tiers-lieux. Nous, ça nous a, au début, ça nous a un peu surpris, mais ça ne nous a pas trop remué, parce que des noms sur nos pratiques, on en a vu défiler une bonne dizaine déjà. Néanmoins, ce qui a commencé à nous poser quelques soucis, c'est quand on a vu que ce qui était au départ une initiative de, je vais dire, de cousins, de potes assez proches, disons, ceux d'entre nous qui étaient plutôt dans la culture numérique et du côté du libre, qui aimaient ces enjeux de hacking, de making, qui aimaient la bidouille et qui aimaient se retrouver entre eux pour le faire. D'ailleurs, c'est des trucs qu'ils faisaient souvent dans nos friches. Moi, je me rappelle à Lyon les grandes assemblées du numérique dont la ADN est sortie, où on se retrouvait à 150 dans un hangar. Moi, à l'époque, je faisais un petit peu de musique assistée par ordinateur, alors je me retrouvais là-dedans, essayer d'envoyer du MIDI en réseau. Bon. Et donc, au départ, cette bande de cousins plutôt sympathiques, c'était chouette. Il y avait Johan Duriot, il y avait Saint-Étienne avec le comptoir numérique, il y avait des trucs comme ça. Ce qui donne aujourd'hui d'ailleurs le réseau Tilios, hein, tiers-lieu libre et open source, qui sont dans un état... qui sont en train de réaliser ce qui s'est passé et qui sont bien fait avoir. Mais en fait, très rapidement, hein, quand on a commencé à vraiment entendre parler des tiers-lieux dans l'espace public, c'était plus de ça dont on causait. Bon, c'était plus du tout de ça dont on causait. Au micro, Jules. Oui. Je l'ai réouvert. Il s'est éteint tout seul. Le bougre, c'est parce que je parle de numérique et que je vais dire des choses méchantes à son sujet. Il n'est pas content. C'est encore un coup de Darmanin. C'est ça. Elon Musk, au moins. La CIA et tout. Non, bon, un peu de sérieux. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, ce qu'on a commencé à entendre comme discours et qui était très différent, c'est un discours sur l'innovation technologique et sur le développement économique. Développement économique, innovation technologique, entrepreneuriat social, c'est les 3 mamelles du moment tiers-lieu. Et celui-là, il n'était plus du tout agencé depuis nos camarades, là, les cousins. Il était agencé, il venait d'ailleurs. On a mis un peu de temps à comprendre. À ce moment-là, nous, on organisait notre 3e forum, c'était 2019, et c'était à Rennes. On parlait de la question des communs. Et on était en train de
faire converger tous nos lieux sur l'idée qu'on constituait des communs spatiaux. C'était à cette famille-là, du point de vue politique, qu'on voulait appartenir. Ça reste vrai. Hein. Et c'était aussi quelque chose sur lequel on pouvait discuter avec les tiers-lieux historiques dont j'ai parlé à l'instant. Hein. Tiers-lieux libres et open source, bien sûr, ils étaient définis depuis la question des communs numériques. Et donc, les communs, ça leur parlait, même s'ils n'avaient pas tout à fait la même approche que nous du sujet. Et puis, en 2019, il y a ce truc qui apparaît, et on cherche à comprendre d'où ça vient. Le tiers-lieu comme un mélange d'innovation technologique, de développement économique et d'entrepreneuriat social. Et celui-là, en fait, il venait d'une initiative publique-privée, portée d'une part par le CGET, le Commissariat général à l'égalité des territoires, qui était en train de se transformer en agence. Hein, donc une politique d'agence par laquelle l'État devient quelque chose qui est de l'ordre du privé. Hein. Ah mince, vous m'entendez mal? C'est vraiment trop difficile? Non, non, moi ça va, mais est-ce qu'il y a certaines personnes qui vous entendent? Ok, non, bah, c'est parce que je vois dans le chat, c'est vraiment très pénible, cette écoute de très mauvaise qualité. Je suis désolé. Hein, Alors, okay. Ok, d'accord. Bon. Catherine, il faut peut-être que tu te déconnectes et reconnectes parce que ça a l'air d'aller pour plus ou moins pour les autres. Après, il y a un peu de souffle, mais c'est très audible, disent les autres. Voilà. Ok. Bon, je continue alors. Qu'étais-je en train de dire? Tu étais sur les agences et l'État qui devenait privé. Voilà. Oui, voilà. La transformation du CGET dans la NCT, hein, et cette politique de l'agence, hein, ça se voit dans bien d'autres domaines. Mais le CGET, donc, il faisait partie du ministère à l'égalité des territoires. Il a été transformé en agence aujourd'hui. Une agence, c'est une structure de droit privé qui gère, selon des objectifs et des projets, hein, des commandes. Donc, c'est un organisme, on va dire, de type privé, mais qui gère effectivement la politique de l'État. Donc, c'est un transfert vers la gestion privée de l'intérêt général, pour le dire simplement. Et donc, l'ANCT portait ce programme Nouveau lieu, nouveau lien, qui rethématisait un petit peu les tiers-lieux dans cette perspective dont je vous ai parlé. Et de l'autre côté, il y avait un rapport qui avait été fait par un certain Patrick Lévy-Veil sur le coworking, à la demande de Julien de Normandie, qui lui était à ce moment-là à la tête du CGET, donc membre du gouvernement. Julien de Normandie et Patrick Lévy-Veil, celui qui sait, lui, en fait, il se révèle être un gros bonnet du capitalisme, de l'entrepreneuriat social, très macronien, qui a une holding à son nom et qui est le numéro 1 du portage salarial des cadres. Un disciple de Soubi, proche des thèses de l'auto-entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat de soi-même, qui donne en pratique l'auto-entrepreneuriat comme une des principales réformes du rapport au travail. Donc, on comprend que c'est un des éminents représentants, disons, des transformations néolibérales du rapport au travail. Hein, on examine le rapport coworking, il est essentiellement question de coworking. Au départ, c'est un rapport sur le coworking, mais à la fin, on parle essentiellement des tiers-lieux. Et on comprend qu'effectivement, il y a une relecture du fait tiers-lieu dans cette perspective de l'opportunité que ça représente, ces pratiques, pour le néolibéralisme. Parce que, et c'est ça qu'on comprend assez rapidement, ils ont bien vu à quel point ça pouvait servir d'alibi pour accélérer le calendrier de réforme des pratiques du rapport au travail qui est celui qui est à l'agenda des politiques néolibérales. Il est évident que ce n'était pas ce que portaient les acteurs historiques de ces lieux, mais bon, nous, comme friche culturelle, on avait déjà été confrontés à ce type d'effet induit de nos pratiques, s'agissant de la gentrification. Donc, on avait bien vu que nos pratiques de friche culturelle qui visaient plutôt le droit des personnes, les droits culturels, l'émancipation, en fait, pouvaient tout à fait servir dans une situation, dans un contexte capitaliste, à produire de la plus-value immobilière, à gérer de l'attractivité territoriale. Et ça
ça nous avait posé un problème, c'est un moment critique. Voilà. Donc, dans quelle situation sommes-nous? Qu'est-ce qui se passe? L'assistoun. Eh bien, les tiers-lieux, à travers ce moment tiers-lieu, on va dire, ce moment de reprise des pratiques de tiers-lieu depuis un agenda néolibéral de transformation des rapports au travail, eh bien, ce moment, c'est le moment critique des tiers-lieux. Et il leur appartient d'être capables ou non de s'en saisir. C'est pour ça, pour conclure cette longue mise en contexte, qu'on a été ravis, nous, à la CNLI, de voir apparaître quelque chose comme les tiers-lieux, qui venait de manière assez maligne, taquiner le tiers-lieu, en le féminisant, en lui rappelant la non-lucrativité, etc., etc. Et donc, on s'est rendu, évidemment, à Toussy pour les rencontres des tiers-lieuses, et on pense que ce qui est essentiel dans ce moment-là, c'est de remettre de la multiplicité dans le sujet tiers-lieu pour éviter cet effet d'appropriation par un acteur un peu tentaculaire, très typique de ce qui se fait aujourd'hui en matière de politique, c'est-à-dire une forme de, à travers les dispositifs pseudo-participatifs, absorption presque totalitaire d'un sujet. Hein. C'est-à-dire dans le sens où il n'y a pas de dehors possible. France Tiers-Lieu a le monopole de la question des tiers-lieux, et ça, c'est inacceptable. Il nous faut, évidemment, si on est dans une perspective démocratique, du débat et donc une multiplicité d'acteurs. C'est même pas une perspective démocratique, c'est simplement si on veut pouvoir faire un peu de politique. Voilà. Merci, Jules. Peut-être qu'on passe au... Moi aussi, mon micro a été coupé. Merci Jules. Peut-être qu'on passe... merci Jules, Fred, Florence et Raphaël. Peut-être qu'on passe aux questions. Je vois que... Alors, il y avait des questions dans le chat, mais je vois que Josette a levé la main. Donc, vas-y, Josette, et pendant que je récupère les questions dans le chat. Oui, je corrobore complètement ce qui vient d'être dit. J'étais à Nancy pour la première réunion des tiers-lieux et j'ai été complètement estomaquée par l'arrogance du type Patrick quelque chose là qui prétendait que c'était la première fois depuis la fin de la guerre qu'un mouvement puissant émergeait, etc., etc. Et bon, c'était très clair qu'il y avait beaucoup de représentants de tiers-lieux, dont certains je les connaissais, puisque avec le MES, on rencontre et on a accompagné des tiers-lieux. Et de l'autre côté, il y avait en effet, franchement, des gens qui venaient de l'entrepreneuriat social. Et c'était très, très évident la mainmise, on va dire, de cette agence sur le concept pour en faire tout autre chose de ce qu'il était au départ. On a eu l'occasion d'aller visiter 2 tiers-lieux. L'un avait été initié par les petits débrouillards et était très nettement une entreprise, alors entreprise au sens large du terme, hein, une initiative citoyenne qui était d'ailleurs extrêmement sympathique, et un deuxième tiers-lieu qui, lui, émanait d'une municipalité, de la municipalité qui avait mis là un fonctionnaire pour créer un tiers-lieu qui, hélas, n'était pas très fréquenté. Et ce n'était pas étonnant parce que dans le quartier où il se trouvait, il était vraiment une caricature de la bureaucratie, quoi. Donc voilà, je pense qu'en effet, il y a quelque chose à faire. Il faut faire il faut s'opposer à ça. Mais ils sont puissants parce qu'ils ont de l'argent et ils ont acheté, entre guillemets, hein, je ne veux pas jeter de l'opprobre sur qui que ce soit, mais ils ont acheté plein de
plein de gens, avec l'argent qu'ils distribuent, ils ont créé des agences régionales des tiers-lieux avec des gens qui sont financés pour agiter, etc. Alors, au milieu de tout ça, il y a des tiers-lieux qui jouent l'opportunité. On ne peut pas leur en vouloir parce que c'est tellement difficile de faire vivre des lieux comme ça, mais qui essaient quand même de rester dans le non lucratif. Mais par ailleurs, il y en a d'autres qui sont hardis petits, totalement là-dedans. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient à Nancy, mais dans ce tiers-lieu, je ne me souviens plus comment il s'appelle, qui est très connu. Mais enfin, moi, j'ai été complètement choquée. Dominique, tu voulais prendre la parole? Oui, merci. Moi, je voulais rapprocher tout ce je ne connaissais pas là vos collectifs, mais je voulais rapprocher ça du problème de la diminution des subventions depuis cet été pour, les expérimentations de territoire zéro chômeur. Donc, j'ai mis dans le chat, mais c'est vrai que notre, municipalité a un quartier prioritaire de la ville. Je suis dans le 20e à Paris et on était très fiers d'avoir créé une entreprise à but d'emploi et on a dû négocier. Alors, il y a eu un amendement qui a été voté au Sénat demandant l'augmentation, enfin, la- plutôt l'absence de diminution de ces subventions de territoire zéro chômeur. Ça a été négocié, je crois qu'à l'Assemblée, on a obtenu 10 000 euros, 10 millions pardon, d'euros. Enfin, ce qui était nécessaire, c'était 90 millions et ce qui a été donné, et ce qui était proposé, c'était 70 millions et on a coupé la poire en deux en disant que ce serait 80. Mais il faut se battre, il faut être… et ça, je pense que c'est pour nous forcer à orienter nos actions vers des actions plus lucratives et vers une adhésion à France Tiers-Lieux ou des systèmes comme ça. Je pense que c'est très pervers, quoi. On a ouvert cette expérimentation à des chantiers absolument passionnants qui sont des initiations citoyennes et on cherche à racheter tous ces… Enfin, racheter, oui, avec du capital et avec une économie de profit qui n'est pas celle que l'on souhaitait. Donc, je pense que j'ai vu qu'il y avait les amis du 13e, là, je ne sais pas où ils en sont dans leur expérimentation de territoire zéro chômeur, mais il me semble que vous aviez déjà des soucis identiques il y a 2 ou 3 ans. Jules, tu as demandé, tu as levé la main. Oui, c'était pour répondre très vite à Dominique à ce sujet. Je vois un lien, effectivement. Un des gros objectifs qui s'est dégagé comme un des seuls d'ailleurs, enfin, il y en a peu en tout cas, de politique publique du côté de France Tiers-Lieux, hein, qui est aujourd'hui organisée dans un GIP, c'est précisément d'utiliser les tiers-lieux pour faire de l'insertion et donc accueillir des chômeurs. Il y a effectivement dans cette politique à venir de France Tiers-Lieux quelque chose qui pourrait rejoindre les dynamiques de France Travail, hein, en même temps que ça s'est déjà appuyé sur France Relance, etc., tous ces machins-là, qui semblent quand même vraiment le rance. Et effectivement, ce n'est pas très étonnant qu'en parallèle, il y ait une diminution du financement de l'expérimentation territoire zéro chômeur, de la même manière qu'on constate du côté de nos associations culturelles, friches culturelles, etc., une diminution des financements et des soutiens de politique publique sur nos lieux, à la faveur d'un nouveau type d'acteurs qui sont effectivement des mixtes d'agir public-privé avec ce qu'ils appellent là, comme dans l'entrepreneuriat social, de la lucrativité limitée. Est-ce qu'il y avait d'autres prises de parole? Non, je voulais dire que c'était quand même un souci parce que
on est nombreux à s'engager dans ces actions citoyennes et c'est passionnant. Et moi, j'ai vraiment admiré la création de postes par les habitants, pour les besoins des habitants du quartier. Je trouvais ça génial. J'espère qu'on ne va pas devoir déchanter. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut résister? Alors, je vais parler des différentes associations et collectifs, là, mais voilà, difficile à suivre. Nicole? Aussi celle-là par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui contre une politique qui est en train de se développer partout, à tous les niveaux et dans tous les secteurs, de changements justement importants. Aujourd'hui, on voit qu'il y a moins de subventions, il y a moins de financement pour les associations. Donc, effectivement, il y en a certaines qui vont vers ce genre de choses parce qu'il y a de l'argent derrière et ça leur permet de se maintenir. Le problème, c'est comment on résiste et comment on fait que… alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une question de vocabulaire aussi. Les tiers-lieux, c'est une politique publique qui est mise en place, mais on peut s'appeler différemment aussi, je ne sais pas, et avoir un… Mais l'autonomie des structures, comment elle se fait et la gestion, justement, quel financement il y a derrière par rapport à tout ce que vous avez dit, des expériences intéressantes, mais derrière, comment ça fonctionne, quoi. Moi, j'aimerais savoir la gestion, le financement, est-ce qu'il y a des financements publics ou pas, est-ce qu'il y a d'où viennent-ils, comment on maintient les structures et les activités qui sont faites. Voilà, moi, je trouve que c'est intéressant de montrer aussi d'autres expériences et qu'on peut maintenir ça d'une autre façon. Est-ce que Florence ou Raphaël, est-ce que vous pouvez répondre à cette question avant que je passe la main? J'ai la parole à… Alors, il y a Olivier, Guillaume… Non, il y a Jean-Baptiste, pardon. Olivier, Guillaume et Valérie, ensuite. Vas-y, Florence, si tu veux, parce que je n'ai pas entendu la question. Je ne suis pas sûre d'avoir entièrement compris quelle est la question, mais je peux essayer un bout de réponse à une question que j'aurais compris. Quel est votre mode de financement et de gestion derrière? C'est ça, Nicole? C'est difficile de répondre par un exemple, étant donné qu'on propose de présenter un collectif où chaque mode de gestion, de financement est bien singulier. Mais une réponse à comment résister, c'est bien de faire réseau. Et c'est bien dans le réseau qu'on va soulever cette question-là de comment on peut se raconter nos modes de fonctionnement, nos modes de financement, nos luttes, et comment qui sont parfois très territoriales et très contextualisées. Mais pour autant, le fait de faire réseau et de pouvoir sortir de notre contexte et de nos problématiques à une petite échelle, et puis de la porter dans un réseau, ça permet d'avancer. Parce qu'il n'y a pas une réponse à comment on lutte ou quel modèle de financement il faudrait choisir, quel serait le bon. Je pense que ce n'est pas tant ça la question, mais le fait de faire réseau, ça permet de se soutenir et de se raconter et de se poser exactement cette question-là et de le travailler ensemble. Je ne sais pas si ça répond un peu quand même. Oui, ça répond. Voilà. Jean-Baptiste, après, j'ai vu les mains de Olivier, Guillaume, Valérie, après Jean-Baptiste, et ensuite, il y en a d'autres qui ont levé la main, mais on ne voit plus, donc si vous pouvez repartir ensuite, une fois que les 4 personnes auront pris la parole. Jean-Baptiste, à toi. Oui, d'abord, merci pour ces présentations qui sont super éclairantes. Et juste, moi, ça me faisait penser à ce que disait Jules tout à l'heure, et puis le fait que Josette évoque Nancy à une présentation que j'avais trouvée absolument passionnante à Nancy en 2015 sur une rencontre organisée par la Fédélima ou au Lufisque d'un livre de Michel Lallemand que sûrement beaucoup connaissent, qui s'appelle L'âge du fer, et qui est sous-titré Hacking, Travail, Anarchie, qui est vraiment hyper intéressant. Moi, je voulais juste pointer trois
trois préoccupations en fait qu'on a au CAC à travers l'OCMA, l'Observatoire de la marchandisation, mais qui pensent qui peut-être rejoignent aussi les préoccupations que vous avez. Bon, la première, c'est, je le dis très vite, hein, c'est sur le cadre européen dans lequel on évolue aujourd'hui et dans lequel on va être amené à évoluer demain, parce que il change, il bouge, et donc la défense de la non-lucrativité va passer par cet échelon-là qui n'est pas facile à appréhender. Donc voilà, je le pose là comme ça, on pourra en reparler, on a quelques pistes, mais c'est vraiment hyper important. Le deuxième sujet de préoccupation, et ça fait écho à l'intervention qu'on a entendue tous les deux, Tében, du collectif pour une transition citoyenne, il y a quelques jours, c'est celle du dispositif 1 milliard pour la transition écologique et solidaire présenté par Bastien Sibille, pour pointer qu'il y a deux combats. Il y a le combat pour obtenir évidemment des financements à la hauteur des enjeux, mais il y a aussi le combat pour que ces financements, si financement il y a, soient orientés de la façon la plus pertinente possible, et donc voir comment est-ce qu'on peut être aussi partie prenante de cette dynamique pour pas que les structures non lucratives soient une nouvelle fois invisibilisées. Et le dernier sujet avec l'Europe et après l'Europe et ce milliard, c'est le foncier en fait. C'est la manière dont tout ça rejoint des préoccupations aussi qui, on le voit, émergent très très fortement là avec l'OCMA sur la problématique du foncier, la manière dont ça détermine ou surdétermine parfois, notamment en région parisienne par exemple, les modèles socio-économiques de nos projets, etc. Et donc, je sais que voilà, il y a plein de liens à faire avec des initiatives, la Cyclamin, la foncière antidote, etc. Mais donc, c'était juste pour pointer ces trois éléments-là. Voilà. Merci Jean-Baptiste. Olivier, tu avais levé la main. Moi, ma question est assez courte. Est-ce qu'on a un argumentaire pour défendre le non lucratif par rapport au lucratif limité, par rapport aux sociétés à valeur sociale, par rapport à tout ce qu'invente le néolibéralisme pour nous faire croire que les sociétés privées lucratives peuvent faire la même chose? Et est-ce qu'on a une critique définitive des sociétés privées lucratives? Parce que on est tous convaincus de ça autour de ce rassemblement, mais j'ai pas le sentiment qu'on dispose d'un écrit ou d'une réflexion qui nous permettrait de porter la parole vers l'extérieur. Et j'ai fini. Guillaume, et après on réagira. Oui, merci de me donner la parole. Pardon, je mets ma caméra. Moi, je voulais faire part à la fois de mon intérêt et de mon désarroi, dans le sens où je suis artiste et à la base, et moi j'ai un vécu autour des squats qui date d'il y a presque 30 ans, et dans un moment où les choses étaient assez en capacité de s'imposer. Et j'ai aujourd'hui une responsabilité d'élu aux associations, et je suis totalement le besoin de lieux d'éducation populaire, des friches qui sont des réserves foncières pour les acteurs privés. C'est deux réalités, et deux réalités qui sont en très 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 forte tension, avec notamment un angle dont on a assez peu parlé, qui est lui de la criminalisation de l'occupation, et donc
moi, je trouve plus d'emploi. Et je suis heureux d'entendre des paroles d'ailleurs où les choses essayent de gagner du droit. Parce que j'ai l'impression que nous, en ville, dans le tissu urbain de l'Île-de-France, c'est devenu très, très dur. On a un superbe potentiel qui appartient à une banque Lazare qui est un ancien immeuble de bureau qui est innové depuis 5 ans. On trouve pas de solution pour aller chez ce lieu-là, même en essayant de créer un partenariat avec le propriétaire sous forme de convention, enfin bref, de perspectives qui peut être liées à l'entrification dont on a parlé par ailleurs, et donc à des dangers et autres. Mais en fait, on est dans une situation d'en fait surdité. Donc voilà, je vais faire part de mon désarroi. Merci Guillaume. On entendait un petit peu avec difficulté, mais je pense qu'on a compris le principal. Valérie, tu voulais prendre la parole? Ouais, moi je voulais juste faire un petit pas de côté rapidement et se placer un peu, on va dire, de l'autre côté de la barrière, au niveau notamment des travailleurs indépendants qui ressentent aussi, faut le savoir, une récupération de ce qu'on appelait le coworking au départ, mais qui était une auto-organisation dans les faits. C'était envie de travailler ensemble, de se mettre dans des mêmes espaces pour travailler, etc. Et maintenant, tout est récupéré, tout est calibré, et clairement, dans le milieu des travailleurs indépendants que je connais, il n'y a strictement aucune envie de ça. Voilà, c'était juste pour apporter cet éclairage-là. C'était vraiment l'idée au départ, le coworking, c'était l'idée de se mettre ensemble pour travailler. Alors, on va parler de compétences parce qu'on est dans ce milieu-là, mais c'était pas qu'il y ait une récupération politique et étatique et d'imaginer une pseudo-Silicon Valley à la française, non. C'était pas du tout l'idée, ça allait toujours pas, et les espaces de coworking ne sont pas si fréquentés que ça, et au contraire, on est en recherche maintenant d'autres solutions, quoi, en réalité. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, d'aller à plusieurs travailleurs indépendants, se poser dans un lieu pendant une semaine, mais qui ne soit pas ni régie, ni... Voilà, c'était juste pour essayer d'apporter un petit éclairage de ce côté-là. Merci, c'est très intéressant parce qu'on voit que des deux côtés, finalement, le marché a récupéré les mouvements d'auto-organisation quelque part. Ouais, complètement, ouais. Est-ce que c'était Bruno ensuite qui voulait prendre la parole? Voilà, le temps de remettre le micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Je ne mets pas la caméra, je n'arrive pas à la mettre, donc c'est pas grave. Je voulais réagir au fait que, d'abord, je trouve ça très intéressant, les contributions sur les enjeux macro politiques, et en même temps, dire que nous, dans notre petite expérience rurale, on a la confrontation à par où passent les moyens pour pouvoir financer des postes. Et on se retrouve, comme certains, beaucoup sûrement, à répondre à des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt. Hein, qu'en termes de choisis, ces choses-là sont dites. Et en tout cas, façon de trouver l'économie de notre développement dans le sens de l'intérêt au territoire où on habite. Et donc, on a la préoccupation à la fois d'être acteur sur nos réalités. Nous, on est plutôt orienté sur l'économie circulaire et convivialité, avec petit à petit un essaimage avec une fabrique de territoire dont on a pu obtenir un label. Ça dure 2 ans.
3 ans plutôt, et puis après on a été agréé PTCE. Tous ces dispositifs sont des espaces dans lesquels on est à la fois dans une course à l'échalote pour pouvoir être sûr de pérenniser des actions, mais en même temps avec une ambition de pouvoir sensibiliser des acteurs locaux dont on voit bien l'écart qu'il y a dans leur façon de réfléchir le développement et le territoire et leur capacité d'influence sur nos propres besoins et de développement. Donc, c'est un peu un grand écart permanent et en même temps une nécessité d'utiliser les outils disponibles. On n'en connaît pas beaucoup. On a l'intuition que des tiers-lieux fonctionnent bien quand ils ont un ressort économique du type location d'espace avec un coworking. Je ne suis pas très sûr que ça soit très éloigné du lucratif. Après, nous, on ne fait pas ça parce que d'abord, on n'a pas les espaces pour. Ensuite, on n'a pas forcément les gens qui veulent faire ça. Mais l'intérêt du territoire où on travaille, il n'est pas forcément comme ça. Il est aussi de rayonner sur les problématiques d'alimentation, de construction et de sensibilisation des élus locaux. Donc, ce que je veux dire, c'est que les clés pour agir, les moyens pour trouver à la fois une durée, un souffle et une crédibilité aussi dans le regard des décideurs locaux, des communautés de communes, elle passe beaucoup par maîtriser les différents canaux. J'entends la critique sur les agences publiques. Je vois bien les forces d'influence comme les gros acteurs type le réseau SOS, ce genre d'acteurs qui ont l'oreille du pouvoir actuellement. Mais en même temps, j'aimerais bien trouver des espaces alternatifs qui permettent de survivre. J'ai écouté un webinaire d'un réseau sur les nouveaux modèles économiques des structures. J'ai oublié le nom parce qu'à force de forger des acronymes et des termes, on ne sait plus comment on les appelle, mais ça se passait à Lyon de mémoire avec l'intervention du Rameau, qui est une structure de conseil aux organisations de SS. J'ai été troublé de voir comment ça accompagne ces dimensions. On est entre tout, quoi. Hein. Donc j'entends bien la dimension européenne aussi vers laquelle il va falloir aller. Ce qui me paraît important, c'est d'arriver à ne pas perdre le cap, de à la fois continuer d'agir, parce que nous on est beaucoup sur le faire, et puis continuer à sensibiliser des décideurs locaux légitimes, des collectivités locales qui ont une responsabilité et de les accompagner dans l'autosaisine pour ne pas nous ranger dans la catégorie du club de boule ou des acteurs hurluberlus, quoi. Voilà, c'est fini. Merci Bruno. Alors, on avait une demande de parole de Dominique, ensuite Jules et ensuite Jean. Oui, mais moi, c'est juste une question parce que entre la coordination nationale des lieux intermédiaires et les tiers liseuses, lieuses, pardon, pas lieuses, quel est le lien entre vous deux? Est-ce que l'une fait partie de l'autre? Peut-être Florence, tu réponds. Oui. Ben, j'ai pas tout l'historique. Moi, je suis arrivée je suis arrivée au moment où des rencontres à Chirol où on avait invité la CNLI à intervenir en plénière dans un moment où Jules et Fred ont raconté l'histoire qu'ils ont racontée là, mais plutôt en 2 heures qu'en 10 minutes. Et que ça a été un moment assez fort des rencontres de Chirol en 2021. Donc j'imagine qu'il y avait déjà des liens de personnes avant, sinon ils n'auraient pas été là. Mais ça, c'est pas mon histoire à raconter. Ah oui, c'est le début de notre rencontre. Voilà. Et puis ensuite, après Chirol, c'est le début de se dire, OK, on va constituer quelque chose qui aujourd'hui s'appelle les tiers-lieuses, et on a régulièrement échangé. Ils ont été présents. Jules était là cet été à Toussy aussi. Voilà. Ouais. Ma question, c'est, on a envie de se rapprocher d'un collectif, voilà, où on va pouvoir réfléchir ensemble et se défendre ensemble, mais on ne peut pas se rapprocher de tous les collectifs. Enfin, c'est...
Ah oui, quel collectif choisir? Donc voilà, on choisit un collectif. Ça m'aurait arrangé qu'un collectif soit rattaché à ce réseau, enfin qu'il y ait un réseau unique, quoi, quelque part. Bon, mais Alors que justement, j'ai l'impression que ce que dit Jules, l'intérêt aussi, c'est de multiplier les espaces d'échange dans la singularité de chacun de ces espaces-là. Et je pense que autant la CNLI que les tiers-lieux proposent et vont proposer des rencontres, des temps de réflexion, des appels à partage d'expériences autour d'ateliers ou autres, et à ressources. Et puis, tout l'intérêt, c'est de s'intéresser, je pense, aux deux, de venir contribuer dans l'un, dans l'autre. J'entends bien, Florence, mais on n'a pas d'onde d'ubiquité. Et bon, moi, c'est un des soucis au CAC, d'ailleurs, parce que c'est multiple, c'est tentaculaire et difficile de… Bon, je verrai. Je vais reprendre contact avec vous. Jules, tu voulais prendre la parole, justement, donc ça tombe bien. Oui, je peux peut-être un tout petit peu compléter ça. Pour se repérer, en fait, il faut aller consulter les textes de référence des différentes communautés qui s'organisent et regarder là où on trouve son entrée, celle qui est vraiment pertinente. Dans les tiers-lieux, on l'a dit, il y a cet enjeu qui est assez central autour de la non-lucrativité, donc de rappeler dans ces pratiques d'espace, les pratiques spatiales, l'enjeu de non-lucrativité. Bon, c'est pas la seule chose. Il y a aussi cette historique CREFAD reliée autour de l'éducation populaire, des espaces tests. Du côté de la CNLI, on a cette charte qui fait un texte de référence. Nos pratiques, elles sont plutôt, disons, autour des enjeux du rapport à l'ouvrage, on va dire. C'est pour ça qu'on parle souvent de culture et d'art, mais c'est un peu extensif. Ça entend que ce n'est pas simplement l'art au sens du ministère de la Culture, quoi. Des grandes œuvres, des grands artistes. C'est des arts de faire, en fait. Hein, c'est très lié à ça. C'est donc plutôt le rapport à l'ouvrage, ces espaces qui permettent d'œuvrer à des choses concrètement. Et puis il y a toutes les mouvances de pratiques spatiales qui sont du côté du squat, qui sont plutôt des agirs politiques. Et puis, pour moi, il faut penser cette grande famille des pratiques spatiales et se situer dedans. Et il y a aussi ceux qui font plutôt du côté des Fab Labs, par exemple, de la production distribuée. Hein. On a les ZAD, qui sont des mouvements de défense et qui rejoignent les dynamiques comme celle qui est en ce moment autour de l'autoroute 69, qu'il y a eu sur Simpson et Mégatine. C'est évident qu'il faut, pour moi en tout cas, à la fois bien identifier quelle est l'offensive qui nous tombe dessus, là. C'est une offensive, pour moi, je la résume comme ça. C'est que le capital a trouvé une manière de mesurer la valeur et donc de capturer la valeur qui est produite dans nos pratiques sociales. Hein, c'est ce que Marx appelait de la transvaluation. Hein, c'est comment on fait passer la valeur d'usage dans la valeur d'échange. Alors là, il y a une extension possible du capital parce qu'il a trouvé un moyen de mesurer et donc de capturer la valeur d'un certain nombre de pratiques sociales, pratiques d'occupation d'espace. Et c'est ça le nom de l'entrepreneuriat social. Et c'est vrai que le logiciel de l'ESS, il est faible par rapport à ça. Il s'est fait perforer, quoi. Donc, il faut prendre acte de ça et penser maintenant les contre-mesures. S'il y a une nouvelle mécanique de captation de la valeur sur nos pratiques, hein, alors il faut voir comment est-ce qu'on sécurise une valeur qui est produite par nos pratiques et qu'on assure qu'elle soit socialisée et correctement redistribuée. Il n'y a pas une réponse, mais il y a plein de contre-mesures à inventer, chacun à l'endroit où il est. Et c'est très intéressant si on arrive à partager nos idées, nos expériences à ce sujet. Ah, c'est ça qu'il faut organiser, je pense. Par exemple, nous, Art Factory d'autre part, on travaille en ce moment, et de longue date d'ailleurs, sur la question d'un droit à la maîtrise d'usage. La maîtrise d'usage, si elle est définie comme un droit des habitants, qui rejoint la question du droit à la ville, par exemple,
hein, mais de façon plus étendue, parce que ce n'est pas réservé à la ville, ça. Le droit à la maîtrise d'usage, ça renvoie aussi à la question rurale du droit de fermage, des choses comme ça. Et ben, ça, c'est une contre-mesure possible. Bon, voilà, donner un exemple. Et il y a un autre point qui me paraît essentiel dans nos luttes, c'est l'histoire de nos pratiques. C'est de faire l'histoire de nos pratiques et de la transmettre. Parce que une des choses qui fait que les tiers-lieux, l'offensive via les tiers-lieux, ça fonctionne si bien, c'est qu'il y a une déshistoricisation des pratiques. Et donc une naïveté invraisemblable des acteurs qui les rend complètement poreux à cet agencement néolibéral. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Et je dirais une dernière chose, il y a une chose qu'il ne faut pas faire, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est croire que cette offensive, elle vient d'un « eux », qui serait, quel que soit ce « eux », en dehors de nous. Cette offensive, elle nous traverse, elle a lieu dans nos milieux, à travers nos pratiques, et elle nous concerne intimement. Donc c'est depuis nous qu'il faut la penser. C'est comment nous faisons face à ce que nous faisons nous-mêmes, ce qui nous traverse, et qui se retourne dans les mains de l'ennemi. Voilà. Merci beaucoup, Jules. Alors, j'ai vu qu'il y avait encore Jean et Laure qui avaient levé la parole, mais juste avant, je voudrais quand même, dans la suite de ce que vient de dire Jules, oui, Jean, je sais que vous avez juste, je voudrais juste rajouter un petit mot parce que ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on est en train d'organiser aussi au sein de l'Observatoire citoyen de la marchandisation sur notre deuxième temps de travail après le premier rapport sur la marchandisation et la financiarisation des associations, sur les pistes de démarchandisation. Et justement, quand tu parles de socialiser, on est sur une première piste qui est toutes les réflexions autour de la sécurité sociale de l'alimentation, parce que ce que je pense, ce qu'il faut aussi penser, c'est comment défendre le fait associatif, en fait, parce que finalement, ce qui nous rejoint, ce qui nous fait nous rejoindre tous, c'est ce fait associatif et la non-lucrativité du fait associatif et comment on l'apporte aussi justement au niveau européen. Et là, il y a toute une bataille qui est en train de se jouer. Et donc, c'est justement un peu ce deuxième temps de travail qu'on vous invite aussi à venir, enfin, ce Café CAC en fait partie, à venir abonder avec toutes vos réflexions sur les pistes de démarchandisation et pas être simplement dans la défensive, mais aussi un peu dans l'offensive de proposer des pistes nouvelles. Jean, alors on va faire extrêmement vite. Jean, ensuite Laure et ensuite Josette et ensuite on clôturera. Jean, tu n'as pas ton micro. Voilà, c'est bon. Ça marche? Oui, ça marche. Oui, je voulais faire part de ce qui se passe sur mon territoire, qui sont les sud principalement, dans le Puy-de-Dôme, dans la Creuse et aussi en partie dans l'Allier, les Combrailles, c'est sur 3 départements différents. Faire réseau à partir d'un territoire me semble quand même très intéressant. Dans les Combrailles du Sud, la collectivité a pris l'initiative de faire au départ ce qui devait s'appeler un tiers-lieu, qui est devenu maintenant un espace de coworking. Alors, quelquefois, on a même l'inverse. On a un tiers-lieu qui peut avoir des activités de coworking, que ce soit à but lucratif ou non lucratif, ça, je ne sais pas. Et moi, dans mon territoire, la proximité, c'est avec le Café de l'Espace à Flaya, qui est à 6 km de Gia, où va se situer la réalisation en début d'année et l'ouverture base de coworking. Alors, est-ce qu'on peut faire à partir d'un espace de coworking ouvert aux associations, de les tiers-lieuiser à partir de quelque chose d'existant? Parce que Flaya, c'est un exemple de tiers-lieu citoyen. À Flaya, dans la Creuse, à 6 km de Gia. Et moi, je souhaiterais voir comment on peut aussi essayer de travailler sur des lieux existants et ramener les citoyens pour faire évoluer cette notion de coworking qui n'a qu'une vocation d'attractivité pour le territoire. La notion de tiers-lieu, pour eux, c'était juste un mot. Et la plupart d'entre vous sont des tiers-lieux issus d'une réflexion citoyenne locale, je présume. Est-ce que quelqu'un peut me répondre là-dessus?
sur une application dans un espace qui n'était pas dédié dans la réalité à un tiers-lieu. Merci. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Jules? Je peux répondre en 2 mots, en disant que les 250 lieux de la coordination nationale des lieux intermédiaires et indépendants se sont inventés sans le logiciel tiers-lieu. Pour la plupart, ils se sont inventés avant qu'il existe. Là, il y a on revient à cette question historique. Le logiciel tiers-lieu, c'est le premier lieu qui s'appelle tiers-lieu, c'est 2010. Donc c'est très récent. Les premiers lieux de type friche culturelle, lieu intermédiaire, machin, c'est 84 en France. Donc, ce qui importe, c'est pas le nom qu'on porte, c'est pas des enjeux de prédation, c'est les pratiques qu'on défend. Donc, c'est le lien entre des paroles et des actes. C'est ce qui se réfléchit. Ça, il suffit d'aller à la rencontre de ces pratiques pour s'en rendre compte, pour faire la différence, pour apprendre. Et il faut faire travailler son sens discriminant de ce qu'on dit là. Peu importe comment on s'appelle, c'est ce qu'on fait qui compte. Pardon, Laure, très rapidement, et je crois qu'il y avait encore quelqu'un derrière, mais j'ai oublié. En tout cas, Laure, vas-y. Bonjour à tous. Donc, moi, je parle de Réseau Quartier, qui est une association d'habitants dans le 13e arrondissement. Et je confirme la dérive de 13 Avenir, qui est une zone zéro chômeur, qui est surtout une entreprise d'insertion et qui essaye de bouffer des contrats à d'autres associations. Donc, effectivement, une grosse dérive, mais très liée à la politique parisienne aussi. Moi, je rebondirais sur ce qui a été dit tout à l'heure par Jules et puis aussi par Marianne sur la question de la marchandisation et la question des pistes alternatives. Nous, insensiblement, de façon très apolitique, au sens où ce n'est pas une organisation politique, mais une communauté de voisins, on se dirige résolument vers l'économie du troc. Et donc, de moins en moins, il n'y a pratiquement plus d'argent qui circule. Et on se rend compte que l'économie du troc, c'est une économie. C'est-à-dire que quand on échange, quelle valeur de l'échange? Là, on fait un grand troc de Noël, donc on se rend compte qu'il y a un déséquilibre entre les vêtements et les jouets, par exemple, donc on va rééquilibrer. Mais en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on se dirige et de façon, je dirais, de façon très pratique. C'est accepté par tout le monde, c'est revendiqué de plus en plus, mais on serait bien à la recherche de ce type de modèle. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ou est-ce que c'est nous qui délirons dans notre coin comme un village d'irréductibles gaulois? Je vous assure qu'à Paris, c'est vraiment ça. Ou est-ce qu'il y a d'autres pratiques voilà, qui sont sur comment on organise une économie de l'entraide, du troc? Nous, on continue comme ça et si je suis ici, c'est parce qu'on est à la recherche de pratiques. Effectivement, ce n'est pas tellement le terme qui nous intéresse, mais d'organisation, parce qu'on vient de gagner cette mascarade qui est le budget participatif de Paris. Mais bon, on s'est mis dedans, on a réussi, et donc on a décroché une subvention pour équiper un local de 400 mètres carrés. Donc là, en prolongement de ce qu'on fait déjà. Et on est à la recherche de partenaires qui fonctionnent comme nous. C'est pas la question de la thématique, ça peut être aussi bien du bricolage, du jardinage, n'importe quoi. Donc, c'est pas l'objet, mais c'est la façon de concevoir les relations économiques à travers l'échange. Voilà, donc je fais un appel. S'il y a des gens qui ont une expérience de ces pratiques, on est très demandeurs. Il y avait Bruno qui posait la question de la piste d'une monnaie locale pour toi, mais on a dépassé de 4 minutes. Je sens qu'il y a encore plein de frustrations et de questions qui restent en suspens. Oui, pardon Marianne, mais je t'avais posé… Oui, Josette. Il y avait encore Josette, mais après, on arrête complètement. Donc, vous parce que sinon, on va déborder. Et on pourra refaire je sens qu'on pourra refaire un café-cac peut-être sur cette thématique. Ok, enfin, encore une fois, corroborer ce que disait Jules, la question de l'histoire est flagrante. L'absence de connaissance de l'histoire est flagrante. Ça m'avait frappé à Nancy, où tout le monde avait l'impression d'avoir inventé tout d'un coup la merveille des merveilles. C'est pour ça que nous, au MES, à l'occasion des 20 ans du MES, on a sorti un bouquin
j'en profite pour faire un brin de pub. marketing, qui s'appelle l'économie en mouvement, auquel d'ailleurs le CAC a participé, dans lequel on remonte aux sources finalement de ce qu'est l'entreprise citoyenne, c'est-à-dire des gens qui se mettent ensemble pour répondre à leurs besoins identifiés par eux-mêmes et dans lequel ils mettent leur propre intelligence et leur propre énergie. On va faire une présentation de ce livre le 21 au CNAM. Je vous invite à participer si ça vous intéresse. Dans ce livre, il y a toute une panoplie justement des initiatives qui ont pu émerger depuis plus de 30 ans. Les tiers-lieux, c'est une dénomination nouvelle, mais les tiers-lieux existent depuis fort longtemps parce que ce sont des lieux où se sont rassemblées des initiatives. De même que ce que vient de présenter Laure, ce sont les CEL, les systèmes d'économie. Pas du tout. Et le troc, c'est quand même la base du CEL. Oui, mais je vois pas ce que tu présentes, Jules. Peu importe, hein, c'est pas, je veux pas discuter sur cette question, mais je veux dire, c'est quand même très important de connaître l'histoire, de savoir qui a inventé quoi, comment ça s'est développé, à quoi ça sert, et surtout de voir l'ensemble finalement des activités qui peuvent être portées de façon non lucrative et au bénéfice des habitants. Nous, on défend un principe fondamental, c'est la démocratie économique et l'implication citoyenne. Ça nous semble fondamental. À partir de là, on peut créer toutes les formes qu'on souhaite, y compris récupérer des entreprises qui périclitent sous forme de scope avec les salariés qui reprennent, etc., etc. Donc, la question historique, elle est fondamentale parce que d'abord, ça permet à ceux qui veulent mettre en place une initiative de se ressourcer auprès de ceux qui ont déjà mis en place ces initiatives. Le réseau tel que vous le proposez me semble tout à fait intéressant parce que l'intelligence collective est très productrice de bonnes solutions. Moi, j'avais une question pour terminer, parce que je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous êtes à l'intérieur de ce machin mis en place par l'État ou est-ce que vous êtes décidément à l'extérieur pour faire face et faire front? Pardon. Donc au CNAM le 21, si vous êtes intéressés. Peut-être Jules et Raphaël répondre à cette toute dernière question et après on clôture. Les deux, mon commandant. En deux mots, Art Factories est entré à France Tiers-Lieu. Il faut connaître son ennemi pour pouvoir le combattre. Et je suis le seul membre autodésigné du Conseil national des tiers-lieux, d'ailleurs. C'était une petite blague. La CNLI est résolument en dehors, de manière à ce que notre communauté informelle puisse discuter de pair à pair avec France Tiers-Lieu. Et ça me paraît essentiel de construire les conditions du débat et donc de le tenir entre interlocuteurs et pas à l'intérieur et pas se laisser encapsuler. Il est à la fois, donc voilà, c'est en gros la position, elle est complexe, mais c'est toujours ça la politique. Merci. Ben, merci beaucoup, on a largement débordé. Si vous avez encore des choses à partager, vous pouvez encore les mettre dans le chat pendant quelques instants, là maintenant. Merci à tous, merci à toutes et vraiment un grand merci aux 4 personnes qui sont venues nous présenter, Jules, Raphaël, Laurence et Fred, vos différents réseaux. On va essayer voilà, on va vous envoyer un compte rendu avec toutes les ressources, tous les liens qu'on a sur le chat et à bientôt. À la prochaine.